Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. « 57 avant Jésus-Christ, toute la Gaule n'est pas encore occupée par les Romains, car une vaste région, peuplée par les Belges, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il faudra une campagne militaire particulièrement dure et 2 batailles pour que Rome s'impose. Aurum omnium fortissimi sunt Belgae, a écrit Jules César. Cette campagne lui fournit, comme jamais, l'occasion de mesurer la justesse de cette maxime. Car si l'on a surtout retenu Alésia et Gergovie, il faut se souvenir aussi que la guerre des Gaules s'est jouée quelque part vers la Sambre et l'Escaut, et que le sort des armes a bien failli trahir les légions de César. Mais que s'est-il donc passé en ce second semestre du 57 avant Jésus-Christ pour que l'aigle romain tremble de la sorte ? Éric Labaille, docteur en histoire, va nous aider à y voir plus clair. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric. Alors vous allez nous raconter une histoire belge ou une histoire des Belges ? Oui, une histoire belge au pluriel, oui, puisqu'on va s'intéresser au peuple, au pluriel toujours, belge au pluriel encore. Attention, c'est un faux ami, belge. Ça ne désigne pas uniquement le territoire de l'actuel royaume de Belgique. C'est un territoire nettement plus vaste qui s'étend très très largement à l'intérieur de la France actuelle. Donc, quelle région serait recouverte ? Disons que tout le nord-est de la France, depuis, bon an, mal an, la vallée de la Marne jusqu'aux Flandres, est dominé par des peuples dits belges. Alors, ces peuples, on peut les énumérer ? Oui, disons que alors déjà le mot belge est encore une facilité de langage utilisée par les Romains et par César en particulier pour désigner des peuples qui a priori appartiennent à un même fond culturel et civilisationnel. Ce fond, quel est-il ? En fait, c'est un mélange un peu subtil, un petit peu étroit. Alors après, ça dépend en fonction de chaque peuple, du dosage, entre des héritages purement celtes et des héritages germains. Grosso modo, qu'est-ce qui fait la différence entre un Belge et un Gaulois de la Gaule chevelue ? C'est l'héritage germain que le Belge aura en plus grande quantité que le Gaulois de la Gaule chevelue. Le mot belge, l'origine de ce mot est assez obscure. On a quelques pistes. Ça viendrait, alors, que ceux qui parlent couramment le celte me pardonnent, je ne parle pas le celte et mon accent risque d'être catastrophique, mais ça viendrait d'un mot celte qui veut dire bleg, signifiant une personne furieuse, une personne vantarde. Le mot se traduisant d'une façon littérale par se gonfler. On peut avoir d'autres racines, une racine indo-européenne qui signifierait brillant, luisant. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont hauts en couleur. Et quand on dit haut en couleur dans l'Antiquité, en général, ça veut dire batailleurs, ça veut dire des gens qui ont le sens de la guerre et qui sont des gens extrêmement remuants. D'où la sentence de Jules César dans la guerre des Gaules, Aurum omnium fortissimi sunt Belgae. Que l'on traduit par... Élève Labaille, veuillez traduire. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts, évidemment. C'est la sentence de César. Alors attention aux sentences de César. La guerre des Gaules est un grand plaidoyer pro domo qu'il a écrit pour faire reluire sa statue. Et le fait d'avoir battu les peuples les plus vaillants, les plus forts de la Gaule, ne fait que renforcer son prestige. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et donc il faut rehausser l'ennemi que l'on a vaincu. Exactement, c'est ce qu'il a fait après cette campagne contre les Belges. Donc gaulois, c'est un terme, ou belge, c'est un terme très générique qui recouvre en fait des réalités ethnico-culturelles assez différentes. Complètement différentes. Alors toutes ces réalités se rattachent à un fond commun. Ce fond commun, c'est les Celtes qui font leur apparition en Europe de l'Ouest aux alentours du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors les dates sont extrêmement difficiles à définir, elles sont fondées sur des découvertes archéologiques, donc ça peut être extrêmement mouvant. Toujours est-il qu'aux alentours de cette période-là, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un grand mouvement de population en provenance de l'Europe centrale qui va
peupler l'ouest de l'Europe et qui va même essaimer jusque dans des régions assez étonnantes, hein, l'Anatolie, l'Asie centrale, l'Asie mineure centrale, enfin l'Asie centrale mineure ou l'Asie mineure centrale, enfin là Dans le désordre. voilà, dans le désordre, là, en l'occurrence. Et qui vont donc, enfin, va donner le peuple galate qui est connu, mais pour une autre histoire. Donc, le peuplement de l'Europe occidentale va changer avec l'arrivée de peuples celtes. Et dans ces peuples celtes, aux alentours du IVe siècle, on ne sait pas trop, ils n'arrivent pas parmi les premiers, viennent s'installer donc dans la région que j'ai définie tout à l'heure, c'est-à-dire entre la vallée de la Marne ou de la Seine, suivant les périodes, et les Flandres, les peuples celtes qui s'installent. Alors on les connaît par des traces archéologiques, notamment le site de Ribemont-sur-Ancre où on a retrouvé les traces d'une bataille extrêmement violente datable des alentours de 270 avant Jésus-Christ, donc déjà des batailles, hein, déjà un côté très 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 guerrier. Voilà, on sait aussi que les Belges ont été attaqués par d'autres peuples venant eux aussi d'Europe centrale ou d'Europe septentrionale, avec là encore des traces archéologiques montrant ces affrontements. Donc il n'y a pas d'unité politique de ces peuples. Non, chaque peuple est indépendant. Attention, la notion d'indépendance dans les peuples entre guillemets gaulois ou belges est assez relative, c'est-à-dire que c'est une indépendance, mais dans l'association. Lorsque un peuple a un intérêt supérieur qui commande de faire une campagne, il va demander l'aide aux autres peuples. C'est ce qui expliquera en 57 avant Jésus-Christ la campagne dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Donc avant d'y arriver, de montrer que les Romains ont très peur de ces Gaulois. Oui, les Romains ont peur de ces Gaulois, ils sont sévèrement installés dans la région, ils ont une puissance militaire qui est très 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 importante, hein, on en reparlera. Et alors ces peuples, pour ce qui concerne la région du Nord et du Pas-de-Calais actuel de la France, c'est à peu près trois grands peuples, hein. Quatre grands peuples, excusez-moi, j'en perds mon latin, tiens, c'est le cas de le dire. Quatre grands peuples, oui, non. Ce sont tout d'abord, on va commencer par la région la plus septentrionale. Dans la région de Boulogne-sur-Mer, on a d'abord les Morins. Alors, Morin veut tout simplement dire la mer, hein. C'est les peuples qui sont directement en prise avec la mer. Ils ont, d'ailleurs, ils occupent donc toute la région de Boulogne-sur-Mer avec un port qui est peut-être à identifier avec Boulogne, mais ça, ce n'est pas sûr. Le port de Portius Itius, qui est une porte ouverte sur la Bretagne. Rappelons que la Bretagne, à l'époque, c'est l'Angleterre actuelle, hein. Ce n'est pas du tout La Grande-Bretagne. voilà, c'est la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Armorique. Voilà, donc ces peuples, ce peuple, les Morins, donc est un peuple donc de marins, de pêcheurs, et qui, lorsque Vercingétorix va lancer sa grande coalition, vont fournir des contingents assez importants à Vercingétorix. Et les trois autres peuples? Le second peuple, ce sont les Ménapiens. Les Ménapiens donc sont légèrement au nord, nord-est des Morins, jusque vers l'actuelle région de Lille. Ce sont des agriculteurs qui sont connus jusqu'à Rome pour leur charcuterie. Donc, ce qui montre, détail intéressant, on voit que ces peuples ne sont pas isolés du monde romain. Même s'ils ne sont pas près de la Narbonnaise, même s'ils ne sont pas près de la Méditerranée, il y a des réseaux commerciaux qui font que leurs productions sont connues à Rome et que, à l'inverse, les productions romaines sont connues aussi de ces peuples-là. On n'est pas dans des avec des environnements influences cloisonnés. culturelles, des influences économiques. Bien sûr, tout à fait. Même avant l'arrivée de la puissance romaine, dans les années 50 avant Jésus-Christ. Donc ils sont, alors les Ménapiens, eux, sont eux aussi des grands guerriers, et eux, alors eux, ils n'ont pas de chance parce que lorsqu'ils vont participer à la grande coalition dont nous reparlerons tout à l'heure, qui va être battue sur l'Aisne, ils vont perdre énormément de soldats, mais ils vont se faire également attaquer par des Germains quelques années plus tard, ce qui va les mettre en situation extrêmement délicate et faire d'eux finalement une proie pour les Romains assez aisée. Le troisième peuple, ce sont les Atrébates. Alors les Atrébates, vous les connaissez tous, puisqu'ils ont laissé leur nom à une région française, l'Artois, hein. L'Artois, qui est un nom directement dérivé de leur nom. Eux vont jouer un rôle important dans la bataille dont nous allons parler tout à l'heure. Ce sont là eux aussi des grands guerriers. Ils vont avoir une forme d'alliance ou de bienveillance à l'égard des Romains après leur défaite de 57 après Jésus-Christ, mais cette alliance est superficielle puisqu'on va retrouver beaucoup de contingents atrébates dans les troupes qui vont chercher à dégager Alésia, dans lequel Vercingétorix était encerclé. Et donc le dernier peuple?
Et le dernier peuple, ce sont les Nerviens qui peuplent le Hainaut. Alors le Hainaut français, le Hainaut belge, les deux parties du Hainaut sont peuplées par les Nerviens. Donc ce sont des agriculteurs, ce sont eux aussi des guerriers. Alors c'est même les pires des guerriers puisque parmi tous les peuples, dans la hiérarchie, César les considère comme les plus redoutables adversaires de Rome. Alors c'est vrai que les Nerviens, vous allez le voir dans la bataille du Sabi, les Nerviens sont prêts de remporter un véritable exploit contre les légions romaines. Nous y reviendrons. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc après ce plante le décor, là on voit les acteurs. Pour l'instant on parle de ces Belges et de ces Gaulois. Et donc les Romains, que viennent faire Jules César et les Romains en Gaule du Nord? Parce qu'ils sont déjà présents en Gaule du Sud. Bah, c'est une histoire dans laquelle les intérêts personnels de César, les intérêts de Rome, les intérêts politiques, économiques, géopolitiques, comme on pourrait dire aujourd'hui, sont très très étroitement imbriqués. Donc, pour faire très simple, à partir du moment où la puissance romaine est appelée par les Helvètes au secours, on ne va pas refaire l'histoire de l'intervention romaine en Gaule, mais donc sont appelés par les Helvètes au secours, on engole des peuples qui sont des peuples alliés, on n'appelle pas encore fédérés, mais qui sont des peuples alliés, vont s'appuyer sur ces peuples alliés pour essayer, les uns après les autres, région après région, de soumettre l'ensemble des peuples dits gaulois, dont les Belges, pour pouvoir implanter la domination romaine. Donc on a à peu près, pour faire très simple, une période qui va de 59-58 avant Jésus-Christ à 51, pendant laquelle va prendre place la guerre des Gaules. Alors j'ai commencé au pluriel parce qu'il faudrait plutôt parler de des guerres des Gaules, chacune des campagnes étant très indépendantes les unes des autres. Et pour ce qui nous concerne, nous arrivons donc en septembre 58, donc on est au début de cette période. En septembre 58, les Romains ont battu un adversaire assez coriace, qui est un Germain, qui n'est pas un Gaulois, qui est arioviste, qui a été battu au sud de l'Alsace. Alors on ne sait pas très bien, région de Besançon, région de Montélimar, sud de l'Alsace, c'est dans ces coins-là, et qui ont réussi à pacifier donc une partie du nord-est de la Gaule. Et donc c'est là qu'interviennent véritablement nos peuples belges avec le roi Suétione. Oui, alors le roi, c'est le roi des Suétions, hein, c'est Pardon, le roi des Suétions. les Suétions sont un autre peuple belge. Oui, les Belges voient la puissance romaine monter progressivement vers eux. Ils voient les Germains avoir été battus. Ils voient la région de Vésontio, donc Besançon, se retrouver dans le giron romain. Ils savent que les prochains sur la liste, ce sont eux. Donc, autour du peuple des Suétions, Avec Galba, le roi. voilà, le roi Galba, les Belges vont faire une coalition. Je parlais tout à l'heure de ces indépendances associées, finalement, des peuples qui sont capables de se mettre ensemble pour une tâche commune. Eh bien, c'est le cas. Alors, on nous dit, l'histoire romaine, toujours écrite par les Romains dans cette histoire-là, dit que l'armée belge, tenez-vous bien, rassemblait plus de 300 000 combattants. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que les chiffres, on sait que les chiffres antiques, il faut s'en méfier. Est-ce que celui-ci, il faut s'en méfier? Est-ce qu'il est gonflé? Bah, je dirais qu'on va donner quitus à César sur ce chiffre-là, mais je pense franchement qu'il est très gonflé. Oui, c'est un chiffre, à mon sens, un peu surestimé. Alors malgré cette formidable armée, le combat tourne à la déroute. Oui, le combat se passe mal. La rencontre a lieu dans la région. Alors une région qui est connue pour la Première Guerre mondiale, la région de Berry-au-Bac, donc dans le département aux confins du département de l'Aisne et de la Marne, sur la rivière Aisne, sur le confluent de la Miette et de l'Aisne. Et cette confrontation, donc, oui, tourne nettement au désavantage des Belges qui repartent vers chez eux pour sauver ce qui peut être sauvé. Et là, Et César veut exploiter sa victoire et avance en territoire belge. bien sûr, donc il va s'avancer et soumettre les uns après les autres les peuples qu'il rencontre en leur disant attention, moi j'ai battu la coalition, maintenant vous entrez dans le giron. Et oui, mais certains peuples et notamment donc les fameux Nerviens, donc qui je le rappelle habitent dans le Hainaut, ne veulent pas de la puissance romaine, ne veulent pas se soumettre comme ça et organisent une nouvelle coalition. C'est-à-dire que là, nous arrivons dans l'année 57, on est au second semestre.
Au second semestre 57, la date donc n'est pas connue. Certains avancent le mois de septembre, d'autres plus tard dans l'année. Mais enfin, peu importe, nous sommes au second semestre et une nouvelle armée de coalition, cette fois composée essentiellement de trois peuples, trois grands peuples que je citerai tout à l'heure, se met en marche contre les Romains. César sait que cette armée est en marche et va essayer de leur couper la marche en avant dans la région du Sabi. Alors je ne sais pas si on dit Sabi ou Sabiste, en tout état de cause, le nom de cette rivière, c'est le nom d'une rivière, n'existe plus aujourd'hui. On s'est beaucoup interrogé sur les correspondances avec des rivières existantes. La Sambre, l'Escaut, la Selle. Voilà, alors a priori, on tendrait maintenant vers la Selle, et on privilégierait le site de la Selle parce que la topographie du champ de bataille est très particulière. Or, il se trouve que sur la Selle, aux alentours de Sauzoir, on a une topographie à peu près similaire à celle que décrit César et qui paraît tout à fait cohérente. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Cette bataille, vous allez nous la décrire. Et oui, alors cette bataille, elle est intéressante parce que c'est une bataille très paradoxale. Je m'explique. Les Romains cherchent à couper la route de Boulogne, la route qui relie Boulogne et Cologne à hauteur donc du Sabi. Et pour ce faire, ils savent que l'armée des Belges est de l'autre côté du Sabi et ils s'installent. S'installer chez les Romains avant une bataille, on retrouvera la même chose à Gergovie, on retrouvera la même chose à Alésia, c'est tout d'abord construire un camp retranché. Un camp retranché dans lequel on va pouvoir donc être en sécurité, on va pouvoir briser les assauts ennemis et sur lequel dont on va se servir comme d'un point d'appui dans le courant de la bataille. Donc les travaux commencent, on connaît tout le potentiel constructeur des légionnaires, hein, ça va vite, ça travaille bien, et les travaux commencent, et pendant que les travaux sont encore en cours, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un chef qui s'est un petit peu avancé, qui a péché par excès d'enthousiasme. Toujours est-il que des éléments légers romains, de la cavalerie, des archers, des frondeurs, traversent le cours du Sabi pour attaquer les avant-gardes des Belges. Sans avoir consolidé leur base arrière. Sans que le camp soit fini, ce qui est assez étonnant de la part des Romains. Ce manque de coordination est assez étonnant. Le problème, c'est qu'après avoir bousculé quelques avant-gardes belges, ces éléments légers romains se retrouvent face à une horde de plusieurs milliers de Belges qui étaient cachés dans les bois et qui leur tombent dessus. Vous imaginez la scène un peu façon Astérix et Obélix sortant du village gaulois, c'est à peu près ça. Donc ils refluent en désordre sur le camp romain, ils retraversent le Sabi en sens inverse, et là, c'est la panique chez les Romains, puisque emportés par leur élan, les Belges se rendent compte qu'ils ont l'avantage sur les Romains et donc vont traverser à leur tour la rivière, mais cette fois-ci en force, et tomber sur les Romains qui sont en train de travailler au camp retranché. Donc là, on a des scènes qui pourraient être extrêmement cinématographiques, hein, des légionnaires qui n'ont pas le temps de s'équiper, qui sont en tenue de travail, qui vont juste se précipiter sur un glaive pour pouvoir se défendre, des officiers qui vont organiser des lignes de défense à l'improviste face à un flot, une furia belge qui leur tombe dessus, des hommes qui vont se défendre dans les pires conditions possibles, et tout ça pour dire que l'aile gauche des Romains, qui est commandée par Titus Labienus, flanche, et la défense du camp retranché devient les prémices d'une sérieuse défaite des Romains. Parce que la force de la Légion romaine, c'est justement sa discipline, sa coordination et un plan bien préparé. Son organisation, voilà. Et or là, cette bataille, c'est une bataille improvisée, c'est une bataille de rencontre. Les Belges qui sont aux commandes sur cette aile droite belge et donc l'aile gauche romaine, ce sont les Atrébates qui poursuivent la bataille jusque vers le camp retranché. Au centre, les Viromanduins, un autre peuple belge qui occupe le centre de l'armée belge, sont tenus en échec plus ou moins sur les contreforts du camp retranché. Mais là où les choses ne se passent pas bien, c'est sur l'aile droite des Romains que les Nerviens, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, les terribles Nerviens. Les terribles Nerviens, donc ce peuple que César considère comme le plus dangereux des Belges, mais les Nerviens, eux, parviennent carrément à attaquer
attaquer l'aile droite des Romains, l'enfoncer complètement, et il s'empare du camp retranché. César n'a plus aucune autre réserve que 2 légions qu'il avait gardées en arrière pour s'occuper de la surveillance des bagages, des convois, et en désespoir de cause, il appelle ces 2 légions qui ont, elles, le temps de se mettre en ordre de bataille, interviennent sur le champ de bataille, et là... renverse le sort. Exactement, parce que les Nerviens se retrouvent à attaquer face à eux l'aile droite des Romains, ça se passe bien, sauf que sur leur aile gauche arrivent 2 légions qui n'étaient pas prévues, et ils se retrouvent attaquer sur 2 fronts, à se battre sur 2 fronts à la fois. Et là, les choses commencent à changer, le sort de la bataille change, et pendant que les Nerviens sont ainsi fixés, Titus Labienus, qui commandait l'aile gauche romaine, donc qui, on l'a vu, avait pris le choc des Atrébates, parvient à détacher une de ses légions, l'envoyer contre les Nerviens, et à partir de ce moment-là, le combat change d'âme, comme dirait un certain poète, et là, la bataille se termine par un succès total des Romains. Alors, succès total que César a comptabilisé. Oui, alors je ne sais pas. Alors, attention, 60 000 Belges engagés, 59 500 tués. Alors voilà. On ne fait pas dans la demi-mesure. Là encore, c'est comme les 300 000 Belges de la coalition du printemps, je n'ai aucun moyen, personne n'a aucun moyen de comptabiliser le nombre des morts, même à la centaine près chez les Belges. Toujours est-il qu'il est certain que les Belges engagés, et notamment les Nerviens, ont subi des pertes absolument effroyables. On sait que l'armée romaine ne fait pas de quartier, on sait que la guerre des Gaules a fait à peu près 1 million de morts, donc c'est une guerre extrêmement meurtrière. Quant à prétendre qu'il ne reste plus que 500 Belges sur 60 000, je n'irai peut-être pas jusque-là. D'autant moins que quand on prend ces chiffres-là, on se dit mais ces peuples ont perdu l'essentiel de leurs hommes, puisque les hommes au sens masculin du terme, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? Ils survivent puisque les Nerviens, pour ne citer qu'eux, vont fournir des contingents quelques années plus tard à Vercingétorix. Donc c'est bien que l'on n'a pas... ces chiffres sont exagérés. Voilà, on n'a pas tué tous les hommes. Alors il y a une petite anecdote en l'occurrence, c'est qu'il y a un peuple qui arrive, qui était mandé pour arriver en renfort de l'armée belge. C'est les Aduatuques qui, eux, arrivent à proximité du champ de bataille trop tard. Ils ne peuvent pas renforcer l'armée belge qui se bat. Ils se rendent compte que la bataille est perdue et sagement se replient sur leur territoire. Et ironie du sort, César, après avoir battu la coalition, va se retourner contre eux, va les assiéger. Ils vont vendre très chèrement leur peau, mais là, ils sont carrément en situation d'infériorité face aux 6 légions de César. Et leur défaite va sonner le glas de la résistance belge. Et à partir de la défaite des Aduatuques, c'est-à-dire à partir de l'hiver 57-56 avant Jésus-Christ, on peut considérer que la Gaule belgique est entrée dans le giron romain. Aurum omnium fortissimi sunt Belgae, mais Jules César est encore plus fort. Merci Éric Labaille pour ce tour d'horizon de l'histoire des Belges, aux origines de l'histoire des Belges. Vous retrouverez donc cette histoire des Belges et d'autres histoires drôles et moins drôles dans Grande Date du Nord-Pas-de-Calais, disponible dans vos points presse et vos librairies. Merci Éric Labaille. Merci à vous Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icyenregion.fr.